Quel plaisir d'avoir la chance de vous rencontrer aujourd'hui. Notre première fois ensemble, la première fois qu'on se rencontre. Oui, l'endroit est tellement beau ici que j'ai peur que ça me fasse tourner la tête. Oui, c'est votre première fois à la Maison de la littérature, hein? C'est ce qu'on se Oui, disait c'est la un peu première avant fois. de venir ici. Oui, La vous êtes première. bien chanceux d'avoir un lieu si beau. Oui, on est une ville littéraire UNESCO aussi, hein, quand même, c'est pas rien à Québec. Donc, on a nommé, Julie Veillette a nommé quelques livres que vous avez écrits rapidement, mais je vais essayer de faire la liste un peu plus exhaustive. L'Amphiroapé en 74, lauréat du prix France-Québec en 75. Ouais, c'est ce qui a lancé ma carrière, en fait. Oui, absolument. Aujourd'hui, pas sûr qu'il gagne un premier, qu'il gagnerait un premier prix. Je suis un peu enrhumé, excusez ma voix. Euh, En 74, un lancement, c'était presque un événement. J'ai l'impression je pense que quand l'Amphiroapé est paru, il devait peut-être se publier comme roman, peut-être 50 livres par année. On est rendu à 250, ça fait que la capacité d'être perdu dans l'ensemble a beaucoup grossi. Oui, c'était mon premier livre. Mon Dieu, que ça m'a donné de la misère d'écrire ça. J'étais, dans ce temps-là, comme je n'avais pas d'éditeur, j'étais mon propre correcteur, comme je l'ai toujours été, bien sûr, mais mon Dieu, que j'ai travaillé après ça. Alors, quand le livre... Ah oui, avant ça, il y a une histoire, parce que avant de le publier, j'ai quand même eu 14 refus d'éditeurs. Alors, c'est vous dire, il faut avoir la vocation chevillée dans le corps pour continuer à chercher. Et finalement, c'est à cause d'un libraire que j'ai pu publier mon livre. Il s'appelait Henri Tranquille. Il était célèbre à l'époque. Il a toujours été. Il y a même un carré à Montréal qui porte son nom. Un homme qui avait à peu près tout lu ce qu'il y avait dans sa librairie. En tout cas, on lui donnait un numéro du livre de poche, puis il savait le titre, ou on lui donnait le titre, puis il savait le numéro. Alors, et il avait un tempérament bien à lui. Moi, je l'avais connu avec un copain. On demeurait à Joliette. À l'époque, j'ai fait mon cours classique à Joliette. Et avec Georges, on allait faire des virées à Montréal de temps à autre. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on avait rencontré Henri Tranquille. Ça, c'est peut-être 3-4 ans avant que j'ose entrer dans sa librairie et lui présenter mon manuscrit en lui demandant « Est-ce que, M. Tranquille, vous auriez le temps de lire ce livre? » Ça, c'était après mes 14 refus, là. Alors, il m'a regardé, puis il me connaissait comme client. Il dit « Je vais voir si j'ai le temps. » Réponse polie. Oui. Alors, il a trouvé le temps. 3 nuits. Sacré Henri. Et il m'a dit « C'est très bon, ça. » Alors, j'ai dit « C'est peut-être bon, mais j'ai eu bien des refus. » Il dit « Je m'occupe de ça. » Et il a téléphoné à Alain Stanquet, qui, à l'époque, c'était avant qu'il fonde sa maison d'édition, mais qui dirigeait les éditions à la presse. Et il a dit « Alain, il faut que tu publies ce livre-là. » Alors, M. Stanquet a dit « Bon, très bien. Est-ce que vous permettez que je le lise avant? » Et le livre est paru, puis là, sans que je le sache, ma carrière était comme amorcée, mais je ne le savais pas. Et c'est à la suite du succès assez grand de l'Amphiroapé que j'ai trouvé le courage d'écrire un roman pas mal plus long et qui s'appelle Le Matou. Alors, Le Matou, je l'ai écrit sur une machine à écrire de comptable avec un chariot sur de large, là. Et c'est là que j'ai eu l'expérience que écrire, c'est de l'ouvrage. J'en ai fait 5 ou 6 versions. Je tape à 2 doigts, hein? J'ai pas Alors, j'ai fait 5 ou 6 versions. Quand je faisais la version 2, je détruisais la version 1 et ainsi de suite jusqu'à la 6e.
Je ne ferai plus ça maintenant parce qu'on peut maintenant déposer les versions, nos livres, tous les documents à l'éditeur officiel du Québec. Et c'est à niveau des retours d'impôts, imaginez-vous donc. Alors, et ce livre-là, ça a été le vrai lancement de ma carrière. À l'époque, je travaillais à Télé-Québec, qu'on appelait Radio-Québec dans le temps. Et j'ai compris que ce qui est important pour écrire, quand on veut devenir écrivain, c'est d'écrire tous les jours, ou presque. Sinon, tu finis jamais. Si tu écris seulement quand ça te tente, il y a des chances que ça ne te tente pas souvent, puis ton livre ne sortira jamais. Alors, j'ai écrit une bonne partie du matou entre midi et 1h à Télé-Québec. Au lieu d'aller à la cafétéria pour dîner avec tout le monde, je montais 2 yogourts plus une banane, et tout en mangeant, j'étais avec, je tapais mon livre, toujours à la machine à écrire. Et quand ça a été fini, je ne me rappelle pas quelle version c'était, la 6e, là, tu l'envoies chez l'éditeur, puis là, l'éditeur le regarde, puis le second regard, c'est vraiment fondamental. Parce que c'est tellement difficile d'écrire que tu ne t'aperçois pas que dans la même page, le mot, par exemple, difficile revient 5 fois. Oui. Alors là, il y a quelqu'un, parce que tu as réglé beaucoup d'autres problèmes, mais bon, c'est comme surveiller 5 enfants puis pas s'apercevoir qu'il y en a un qui est en train de verser de l'eau sur un tapis. Alors, le travail d'édition, un éditeur, c'est vraiment très important. Ce n'est pas seulement que celui qui fait imprimer et qui distribue. Il y a un travail. Jacques Fortin, qui venait de publier, qui venait de fonder sa maison d'édition, avait un correcteur qui était Gilbert Larocque, qui était vraiment très bon. Quand j'avais terminé mon manuscrit, c'est la seule fois vraiment où j'ai agi comme un homme d'affaires. Je l'ai d'abord présenté aux éditions Le Méac, qui était dirigé à l'époque par, comment il s'appelait donc? Je ne peux pas Dubé. vous aider pour ça. Alors, Marcel Dubé, le cinéaste, c'était son frère. Alors, j'avais quand même déjà une certaine renommée à cause du premier, l'Amphirouapé. Alors, je lui présente, il le lit, il me fait venir à son bureau, il me dit, ça pourrait aller. Là, je lui ai dit, Monsieur Dubé, à combien vous allez vendre mon livre? Mais là, il me regarde et il dit, écoutez, mon cher Beauchemin, un livre aussi ample que ça, aussi long que ça, je ne peux pas vendre ça en bas d'une quarantaine de dollars. Là, on est en 1980, vous imaginez, 40 dollars ce que c'était. Alors, je le regarde, puis je lui dis, bon, ben je vous remercie, je vais voir ce que je peux faire. Il a failli avaler son dentier. C'est très rare qu'un éditeur se fait refuser par un auteur, je vous prie de me croire. Je n'avais pas dit non, mais alors après, je suis allé voir Alain Stanquet. Stanquet, qui entre-temps avait fondé sa propre maison d'édition, les éditions internationales Alain Stanquet. Alors, je lui ai raconté que je venais des éditions Le Méac et puis que c'était tel prix. Puis je lui ai dit, Monsieur Stanquet, combien vous pourriez le vendre? Quel serait le prix? Là, je le revois. Sa chemise avait 2 ronds de sueur, là, ici. Là. Et il dit, écoute, Yves, parce qu'on se tutoyait, n'est-ce pas? Écoute, Yves, ça ne peut pas être en bas de 24 $. Il y avait déjà pas mal de paris qui avaient été faits. Bon, j'ai dit, Monsieur Stanquet, merci beaucoup, je vais voir ce que je peux faire, encore une fois. Et là, je suis allé aux éditions Québec-Amérique, qui est devenu mon éditeur principal, qui était dirigé à l'époque par Jacques Fortin. Maintenant, les éditions sont dirigées par sa fille Caroline. Et il était très combatif, Jacques. Il m'a dit,
je vais te le vendre à 15 $. Là, j'ai dit, c'est un prix qui me plaît. Je n'ai jamais eu de réaction comme ça par la suite parce que ça donne l'impression que j'étais un fabricant de savon qui essaye de trouver la meilleure niche pour son produit. Mais je ne dis pas que le succès du Matou a dépendu uniquement de son prix, mais en tout cas, ça a aidé. Quand un écrivain, comme au début de sa carrière, ça prend peut-être quelques arguments pour convaincre les gens, parmi tous les livres qui existent sur la planète, que celui-ci, je vais l'acheter cet après-midi. Alors, le livre a vraiment très bien marché. Plus d'1 million d'exemplaires de vendus. Là, il me semble que j'ai vu 1,2. Oui, en différentes langues, 17 Oui, langues, je pense. 18 à ma connaissance. Je tiens à vous préciser que quand ce n'est pas publié en français et en anglais, toutes les autres langues, nos revenus égalent ça. C'est vrai? Quand un éditeur en Amérique du Sud décide de le publier, puis il décide, on ne sait pas ce qui se passe finalement, alors ça prend beaucoup de sous pour aller chercher ce qu'on pense qu'il y aurait. Alors c'est vraiment avec les éditions en français, en France entre autres, et les éditions anglaises, c'est les deux langues qui sont les plus près de nous, que j'ai pu, à un moment donné, avoir la très grande chance de pouvoir vivre de ma plume. Ça ne veut pas dire que j'avais un Alfa Romeo devant la maison, ça veut dire que j'avais la liberté de consacrer tout mon temps à écrire. Et avec le sentiment aussi d'encouragement que quelqu'un a de savoir qu'il a assez d'amis du côté des lecteurs pour pouvoir faire de son métier son gagne-pain. Donc, on a parlé un peu de l'Amphiroapé, du Matou. Donc, Matou qui a été adapté aussi au cinéma, qui sera bientôt adapté en comédie musicale. Oui, le Matou a été adapté au cinéma en 84, je crois. Évidemment, ça donnait pour le livre une formidable publicité et avec des acteurs extraordinaires. Je pense à Guillaume Lemaitre-Vierge, qui a beaucoup vieilli depuis. Comme enfant, c'est vraiment un don. Hein? Quand il jouait dans le Matou, on était obligé, pas moi, mais le réalisateur était obligé, chaque réplique, de lui faire apprendre par cœur, parce qu'il ne savait pas lire. Alors, mais c'était un don inné. C'est une sorte de miracle quand on voit ça. C'est comme Ginette Renault, dans les rôles qu'elle a tenus. Elle n'a jamais eu de formation en art dramatique, mais, ou comme Jean Duceppe, ils ont ça dans le sang. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, mais il y a quelque chose qui émane d'eux qui est comme magique. Suite au Matou, son grand succès, est-ce que ça a été difficile d'écrire Juliette Pomerleau? D'écrire le Matou? Non, Juliette Pomerleau par la suite, parce que là, après un grand succès comme le Matou, tu sais, l'Amphiroapé, c'était déjà un bon succès. Après ça, le Matou. Est-ce que c'était difficile d'écrire par la suite? Est-ce qu'il y avait une pression qui venait avec ça? Vous tombez pile avec votre question, je peux vous le dire. Évidemment, il n'y a pas un livre qui m'a donné autant de stress que Juliette Pomerleau. Justement, comme vous dites, est-ce que je risque d'être l'écrivain d'un seul livre? Est-ce que je vais décevoir mes lecteurs qui ont aimé le Matou, mes lecteurs et mes lectrices? Je devrais dire surtout mes lectrices. Parce que le public en littérature, comme vous savez tous, est sous-représenté par les hommes. Mais les choses ont changé quand même un peu. Donc, revenons à Juliette Pomerleau. C'est sûr que j'avais la peur, après un si grand succès, de piquer du nez, tout simplement.
Et c'est peut-être le livre qui m'a donné le plus de difficultés, qui m'a fait monter le plus de sueur au front dans toute ma carrière. De la sueur de coq? Pardon? De la sueur de coq? Oui, Comme une des expressions qui est utilisée beaucoup, oui. sueur de coq. Oui, Juliette qui avait son juron favori, oui. Et bon, j'ai mis, je pense, 8 ans pour écrire ça, ou 7 ans. Quand je dis 8 ans ou 7 ans, vous savez, j'ai quand même un défaut, moi, c'est de m'éparpiller. Parce que pendant que j'écrivais, des voisins et moi-même, on avait fondé l'association du Vieux-Longueuil, des résidents du Vieux-Longueuil, pour essayer de bloquer la destruction qui se faisait maison par maison du Vieux-Longueuil. Et c'est beaucoup de séances au conseil municipal, beaucoup d'animations chez les gens dans le quartier. Et ça, parfois, j'étais des semaines et des semaines sans écrire parce que nous étions très occupés par ça, pas seulement que moi, heureusement. Et donc, ça allongeait mes périodes d'écriture. Et pour en venir à Juliette Pomerleau, bien, il y a un signe dans le livre qu'une passion aussi grande que la littérature m'habite, c'est celle de la musique classique. Et Juliette Pomerleau commence justement par des portées musicales, des portées musicales d'une œuvre d'un compositeur tchèque qui s'appelle Bohuslav Martinou, dont je dois avoir pas loin de 100 CD. Là. Alors, tout est... heureusement que ma femme n'est pas ici. Elle dirait que ça prend beaucoup d'espace, la musique. musique. Je trouve que j'achète beaucoup de CD. Là, actuellement, évidemment, comment je pourrais dire, la mode du CD est en train de disparaître. Mais j'ai eu le temps d'en acheter à peu près 10 000. Je ne fais pas de farce, 10 000. Ça cause chez nous des problèmes d'entreposage aussi. Et d'ailleurs, mon prochain livre, parce qu'il y en aura, malgré mon âge, le 27 juin prochain, je vais avoir l'âge respectable de 83 ans. Et quand je viens de publier le dernier, oui. Dans ma tête, c'était le dernier. Là. Rendu à 82 ans, tu as le droit de t'asseoir un peu, mais surtout, il y a toujours la crainte que tu publies un livre qui soit la preuve de ta perte d'énergie intellectuelle. Je me suis aperçu qu'être vieux, c'est pas comme être jeune. Il y a des milliers de signes, y compris des signes visuels, qui le montrent. Et je ne voudrais pas connaître le sort de l'écrivain britannique Graham Greene, qui, malgré l'âge, a écrit, je ne me rappelle plus à partir de quel âge il a continué à écrire, mais il a écrit 4 romans. Et ces 4 derniers romans, apparemment, ça ne vaut rien. Alors, je ne voudrais pas entrer dans cette catégorie-là. Mais j'en ai un que je travaille, là, tranquillement. Ça me surpris moi-même parce que je m'étais dit, est-ce que j'ai encore assez d'énergie? Ça prend beaucoup d'énergie, écrire. C'est pas une question de soulever des poids, ni d'être capable de rester éveillé pendant 48 heures. C'est une énergie spéciale qui fait que ça entretient le goût de vaincre la difficulté. Voilà. Je reviens à Juliette Pomerleau, finaliste au prix Goncourt en 89. C'était comment, à l'époque, d'être finaliste pour le prix Goncourt? Est-ce que la littérature québécoise était bien reçue en France? Gaston Miron était connu, en tout cas. On ne peut pas dire qu'elle était connue, et maintenant, malgré
comme le romancier qui vient de gagner le... Kevin Lambert, Oui, qui avait été finaliste au Goncourt. oui. Il y a Anne Hébert aussi Ouais. qui s'est fait un nom en France. Ben, ça fait un petit velours, évidemment. Ben, j'aurais mieux aimé qu'il gagne le prix Goncourt, bien sûr. Mais c'est une sorte de prix de consolation. Et j'avais un excellent éditeur. Malheureusement, il est décédé, la maison a fermé. Bernard de Fallois, chez qui j'ai publié quelques livres, là, 3 ou 4, mais je ne me rappelle plus, là, qui était une sorte de prince de la littérature. C'était un ami de Marcel Pagnol, qui éditait chez lui d'ailleurs, et avec beaucoup de succès. Les éditeurs adorent que leurs écrivains aient du succès. Et qu'est-ce que j'allais dire là? On parlait du prix Goncourt. Oui, c'est sûr que la reconnaissance d'un livre, quand... Bon, la première chose qui compte, d'abord, c'est d'avoir du succès auprès de son public d'origine. C'est pas une question d'argent, mais c'est que on est très touché quand les nôtres nous disent « j'ai aimé ça ». Après ça, évidemment, c'est le dessert qui vient, mais le plat de résistance, c'est vraiment ça. Et par la suite, j'ai continué à publier chez De Fallois avec un succès relatif, oui. Par la suite, vous avez publié du livre jeunesse un peu. Pardon? Vous avez publié des livres jeunesse par la suite. Une histoire à faire japper, la trilogie Alfred aussi, dans les années 90. Pourquoi vous avez été du côté jeunesse par la suite? Pour faire plaisir à mon éditeur, mais le premier livre, Une histoire à faire japper, excusez, je cherche un Kleenex. N'ayez pas peur, je n'ai pas la COVID. Une histoire à faire japper, c'est mon fils Renaud, qui maintenant a 44 ans, qui a vu que son père était écrivain, et puis il était ami avec le petit voisin, et le petit voisin avait une chienne qui s'appelait Pantoufle. Et il s'est dit, écoute papa, tu écris des livres, tu pourrais écrire un livre dans lequel je suis avec Pantoufle. Alors, j'ai dit, très bien, mon fils, je vais voir ce que je peux faire. Et ça a donné une histoire à faire japper. Demandez-moi pas de vous raconter l'histoire, je l'ai à moitié oubliée. Mais c'était ma première entrée dans la littérature pour enfants. Il y a une scène qui faisait beaucoup rire mon éditeur. Pantoufle était assise devant la télévision. Et puis, Jean Chrétien apparaît dans l'écran. Elle se lève et elle ferme la télévision. C'était vraiment un bon chien. Je suis en train de fouiller dans la pile de livres papier que j'ai à côté de moi. Il y en a plein d'autres que j'ai en numérique, parce que vous avez publié beaucoup. Je fais un petit saut aussi, parce que là, on vient de parler de chiens. Il y a eu matou, donc chat, et là, renard bleu. Un renard, c'est aussi beau qu'un matou et bien plus drôle. C'était quoi ça, le renard bleu? Renard bleu, c'est un renard bleu. Mais encore. Et c'est une histoire fantastique, évidemment, avec des animaux qui parlent et tout. J'avais toujours eu le goût d'écrire un livre comme Alice au pays des merveilles, ou la merveilleuse histoire de Neil Holgersson comment elle s'appelait, non? C'est une écrivaine suédoise. Son livre est devenu comme, dans la niche des livres pour enfants, c'est comme une place spéciale. Et Alice au pays des merveilles, évidemment, on ne peut pas y échapper. Surtout que ma mère avait les 2 tomes à travers le miroir, puis Alice au pays des merveilles, des éditions en anglais, bien sûr, avec des illustrations extraordinaires. Je les ai chez moi, ces livres-là. Et
Renard Bleu, c'est une histoire que vous racontiez à vos enfants, je pense, quand ils étaient jeunes. Oui. Oui. Et donc, je me suis dit, je voudrais écrire un livre dans ce genre-là. Costaud, mais qui soutienne l'intérêt. Alors, j'ai essayé d'écrire ce livre, et puis ça a marché, mais je ne concurrence pas Lewis Carroll encore. Sinon, par la suite, vous retournez au livre pour adultes avec Les émois d'un marchand de café, dont le titre est maintenant Le marchand de café, Oui. qui a remporté quelques prix aussi. Pourquoi avoir changé son titre, finalement? Pourquoi j'ai changé le titre? Parce que je trouvais que c'était trop long, puis j'aimais mieux Le marchand de café. C'est plus simple, plus clair. Et je trouvais que ça faisait un peu sentimental, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est une question de goût. Et comme je suis grand amateur de café, vous l'avez vu tout à l'heure, j'en ai demandé tout de suite en arrivant. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai mis beaucoup de sueur, comme d'habitude, pour écrire ce livre. Et le thème c'est un thème très simple et en même temps très beau. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, comment il s'appelait, donc, le personnage principal? Là, je peux vous trouver. Vous savez, non, je l'ai en numérique, celui-là. Une fois que tu as écrit un livre, tu ne le relis plus. Ça, je ne vois pas pourquoi je le relirais. D'ailleurs, ça me donnerait tout simplement l'occasion de voir que ceci a changé, puis cela, parce que la correction, ça... On pourrait le réécrire en des années plus tard, j'imagine. On le voit qu'un œil différent aussi. Mais en tout cas, il y a 3 fois que le mot « et » apparaît, ou alors tel mot, c'est mieux de mettre tel autre. Ça ne finit plus. Quand tu veux arrêter de corriger un livre, tu le publies. Et après ça, c'est fini. Après ça, on ne peut plus le changer. Oui, c'est fait, c'est fait. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, oui, le marchand de café, c'est un homme d'affaires prospère qui est dans le café et qui décide un jour de réparer toutes les erreurs de sa vie, les actes égoïstes et tout ça, et qui se met à essayer de faire du bien autour de lui. C'est un thème magnifique. Il a sûrement été utilisé par Shakespeare a dû faire quelque chose comme ça. Je ne veux pas me comparer à Shakespeare. Et ça entraîne plus d'ingratitude que de gratitude, parce qu'il se met à déranger la vie de pas mal de monde, là. Juste un exemple, son ex-femme, qui lui a donné 3 enfants, elle est en vacances, puis pendant qu'elle est partie, il décide de faire une bonne surprise pour elle. Il fait creuser une piscine. Et quand elle arrive, ça ne donne pas l'effet qu'il pense, parce qu'elle ne voulait pas une piscine dans sa cour. Alors, c'est comme ça un peu tout le temps. Et il y a aussi des dissensions avec un de ses fils. Enfin, je suis très mauvais raconteur quand il s'agit de parler de mes livres. Mais c'est bon, puis ça sent le café pas mal, ce livre-là, parce que c'est un marchand de café. Il n'y a pas un café à lui. En fait, c'est qu'il distribue du café dans différents lieux. C'est vraiment un marchand là, de café qui travaille avec ses 3 enfants, d'ailleurs. C'est intéressant, ça aussi, de voir les rapports générationnels. On en a quelques exemplaires à la table là-bas de ce livre-là. Le fondement de tout ça, c'est que, bon, vous savez, à la fin de notre vie, ou au milieu de notre vie, lui, il est dans la 50aine, on pense à toutes les choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas faites. Ou toutes les choses qu'on a faites puis qui n'ont pas marché comme on voulait, etc., etc. C'est sur ce thème-là que j'ai travaillé. Et il y a un côté, parfois, ça frôle la comédie, là. Parfois, oui. Guillaume Tranchemontagne, qu'on nous dit dans la salle, quelqu'un... c'est vrai que c'est Tranchemontagne, je me souvenais de... C'est ça. Je me souviens de ça maintenant. Oui.
Donc, Les émois d'un marchand de café qui est devenu le marchand de café, comme je le disais. Sinon, il y a un petit livre, tantôt on en a parlé ensemble, le calepin rouge. Ça a l'air que vous avez toujours un calepin rouge sur vous? Vous voulez avoir la preuve? Oui, on veut la preuve. J'en ai même 2. C'est j'en ai une centaine chez nous qui sont remplis. Oh, c'est pour n'importe quoi, des idées qui te viennent, ou ça peut être aussi des numéros de téléphone de l'épicerie ou n'importe quoi. Là. Ça sert à toutes sortes de choses, mais j'écris des pensées comme ça qui me viennent. Et à un moment donné, j'étais chez... comment il s'appelle? Michel Brûlé, Les Intouchables. Michel Brûlé. Et je lui parle de ça, puis il dit, bon, OK. Je ne peux pas dire que c'est un livre qui m'a permis d'acheter une automobile. C'est un livre de pensée. Il y a aussi une chose que je dois dire, c'est que lorsqu'un romancier n'est plus capable d'écrire de romans, habituellement, il écrit des essais, des livres de pensée, tout ça. Heureusement, ça ne s'est pas produit pour moi. C'est pas parce que tu es romancier, et même romancier connu, que tu as la sagesse d'un génie, là. Tes opinions politiques, tes opinions sur la société, tout ça, c'est bien beau, mais à ce moment-là, tu deviens comme un peu n'importe qui. Tout le monde a des idées, tout le monde a des opinions. Et c'est ce petit livre-là qui... Je fouillais dans mes calepins rouges, puis quand je trouvais quelque chose qui me plaisait, je le notais, puis ça a donné les calepins rouges-là. À la page 49, vous écrivez « En écriture, il faut garder la tête froide si on veut la faire perdre au lecteur. » Oui. Comment gardez-vous la tête froide? Bien, la tête froide, ça veut dire qu'il faut être un bon juge de ce qu'on a écrit. Il faut être impitoyable. Faut vraiment être, si on veut le meilleur résultat possible, il faut vraiment ne pas se faire grâce sur rien. Ceux qui ne font pas ça, bien, ils écrivent des livres, puis des livres, puis des livres. Certains ont du succès pendant un certain temps, mais il faut être impitoyable. Et le premier juge, évidemment, c'est soi-même. Alors, voilà. Par la suite, Charles le Téméraire, 3 tomes parus en 2004, 2005, 2006, qui ont été réunis en une trilogie en 2014. Il me semble qu'il manquait un tome à cette trilogie-là. Il me semble qu'il y avait le 4e tome. Oui. Charles le Téméraire, c'est sans doute mon livre favori. Excusez, je cherche toujours mon Kleenex, là. Vous allez le retrouver au même endroit, j'imagine. Vous permettez? Bien, je ne l'ai pas. Attendez. Il y a une forme de gymnastique dans la recherche d'un Kleenex. Alors, Charles le Téméraire, l'histoire commence en 1966, le jour de l'année de l'inauguration du métro à Montréal. Et on le voit sortir du ventre de sa mère. Ah, vous êtes charmante. Vous êtes charmante. Et donc, Charles le Téméraire. Je le suis jusqu'à la trentaine. Il y a son chien, il y a son chien Boff, il y a ses amis, il y a son père qui est une ordure, un alcoolique fini. Finalement, il se fait adopter par le propriétaire d'une épicerie plus loin. Adopter, c'est un grand mot. Il se réfugie là à la suite d'un épisode de violence. Je pense que c'est parce que Boff, son chien, avait mangé un billet de 20 $. Et
c'est une histoire qui est arrivée pour vrai parce que Bob, c'était le chien d'un de mes voisins. Et c'est vrai qu'il avait mangé un billet de 20 $. Il a aussi mangé une livre de beurre aussi. Après ça, il s'est tenu tranquille un petit bout de temps là, parce qu'il fallait faire de l'énergie avec ça. Là. Et donc, je suis Charles et Montréal et l'activité politique aussi du Québec à ce moment-là. C'était 3 tomes. Et j'avais prévu, enfin j'avais souhaité, parce que ce n'était pas terminé, que le 4e, c'est Charles dans le Québec indépendant. Eh bien, je n'ai pas pu l'écrire. Et si jamais l'indépendance se faisait dans les années qui viennent, ben, je suis trop vieux pour l'écrire. Ça vous tenterait plus de l'écrire, même pas pour fêter le fait c'est que... difficile. Puis, plus tu vieillis, plus tu as de sagesse, mais moins tu as de force. Alors, c'est... c'est un je deuil? ne dis pas non complètement, Okay. mais je ne dis pas oui complètement non plus. OK. Mais est-ce qu'il y a une forme de deuil dans le fait de se dire « j'aurais aimé ça faire le tome 4 ». Bien sûr que j'aurais aimé ça. Et ça aurait fait un beau monument si je réussissais. Le livre a très bien marché au Québec parce que j'en ai vendu dans les 3 premiers tomes, j'ai dû vendre au moins 100 000 exemplaires. Mais avec le 4e, ça aurait été pour moi une gratification et littéraire et politique, bien sûr. Mais le sort a fait que ça ne s'est pas produit. C'est pour ça que Pantoufle, quand elle voit Jean Chrétien à la télévision, qu'elle ferme l'appareil. Il y a des liens entre les livres. Sinon, Renard Bleu, on en a déjà parlé. La serveuse du café Chérier, en 2011. C'est un livre que j'aime pas trop. Non? OK, on n'en parlera pas trop d'abord. Je regardais ça hier parce que je parcourais quand même mes romans un peu pour ne pas dire trop de conneries. Et je ne devrais pas dire ça parce que je vais perdre des ventes, là, mais c'est pas grave. Il y a un personnage là-dedans qui ressemble un peu trop à Retta Blavatsky du Matou, là, l'espèce de personnage un peu... Ah non, puis il est moins réussi que les autres. Alors, il y a des auteurs qui finissent même par désavouer un livre. Et il est sur le bord de... OK, donc il pourrait se retrouver que vous ne le metteriez plus dans la liste de vos œuvres en début de livre, par exemple. Peut-être. OK. Mais en tout cas, on n'en parlera pas trop. Hein. Sinon, Les Empocheurs, en 2016. Pardon? Les Empocheurs. Les Empocheurs, c'est mon avant-dernier livre. Ça, c'était sur un thème, il y a de la politique dans ce livre-là, de la politique contemporaine. Et ça n'a pas aidé le livre parce que il y avait un personnage qui, je pense, est animatrice d'une série, d'une radiophonique à Québec, mais peut-être qu'elle ne l'est plus, qui était ministre des Affaires culturelles. Mais bien sûr que je ne la nomme pas comme telle. Mais là, je m'avance en politique, là, c'est vraiment risqué, hein? J'arrête pas d'en parler, là, mais c'est pas pour ça que je suis ici, puis sûrement pas vous autres aussi. En tout cas, le livre a beaucoup moins marché et j'ai été après ça presque 11 ans sans écrire. J'avais décidé que j'avais assez écrit et à un moment donné, mon fils Renaud s'achète un condo. Acheter un condo par les temps qui courent, ça prend beaucoup d'argent. On l'avait aidé un peu. Puis là, je me suis dit, j'avais finalement recommencé à écrire un livre, mais vraiment, cette fois-là, je n'étais pas sûr de me rendre au bout. Alors, je me suis arrangé de la façon suivante. J'ai demandé une bourse d'écriture au Conseil des arts de Longueuil et je l'ai obtenue.
Il fallait que je finisse le livre. Et je l'ai terminé et ça donne le dernier. Une nuit de tempête. Mais avant de parler de nuit de tempête, il y a quand même un petit livre qui est paru entre les deux, qui a été écrit au départ dans les années 60, mais qui a été réécrit, qui s'appelle Un voyage en Russie. Oui, qui est inspiré vaguement d'un récit qui n'avait jamais été publié. Avant d'écrire, on fait toutes sortes de choses, là. Je m'étais lancé dans les nouvelles humoristiques parce que j'ai été, puis je le suis encore, un grand admirateur d'un humoriste français du début du 20e siècle, Alphonse Allais. Ça dit sûrement quelque chose à plusieurs d'entre vous. Et avec Alphonse Allais, un petit livre qui s'appelait La Barbe, j'avais découvert un humour extraordinaire. Il s'est fait voler à quelques reprises, la barbe. Dans Tintin, à un moment donné, il y a un des Dupont, je crois, qui demande au capitaine Haddock, quand vous vous couchez, est-ce que vous mettez votre barbe en dessous de la couverture ou en dessus? Puis Haddock fait de l'insomnie pendant... Il ne sait plus, il essaye. Mais c'est tiré d'un conte d'Alphonse Allais, sauf que Hergé ne l'a pas dit. On appelle ça un emprunt malhonnête. Et donc, pour moi, Alphonse Allais, ça a été... J'ai toujours aimé faire des blagues et tout, mais ça a été la découverte de l'humour écrit. Et on était partis en vacances, des collégiens, avec 3 amis, faire le tour de la Gaspésie. Et j'avais apporté le petit recueil, qui était un des premiers Allais qu'on rééditait, parce que l'Allais avait traversé une période plus ou moins d'oubli. C'était un type assez spécial, Allais. Et à chaque soir, quand on s'arrêtait, on faisait du camping, je leur lisais une histoire d'Alphonse Allais. Et ça rigolait dans la tente pas mal. Alors, au retour, quand l'année scolaire a recommencé, en septembre, j'avais proposé à Claude, à François et à Richard que je leur ai dit que j'avais trouvé d'autres nouvelles d'Alphonse Allais, mais le livre ne m'appartient pas, j'ai été obligé de les transcrire. Et je leur disais ça, et ils riaient. Je ne leur ai jamais dit que c'est moi qui l'avais écrit. Et ça m'a donné le goût, ça a été un goût, c'est peut-être ça qui m'a donné vraiment le goût d'écrire, de devenir écrivain, parce que j'avais un public. Alors l'écrivain, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le public, bien sûr, on n'écrit pas pour soi. Et donc j'en ai écrit plusieurs de ces nouvelles-là. La plupart sont inédites, puis j'en avais écrit une qui s'appelait « Un voyage en Russie ». Et à un moment donné, Québec-Amérique a lancé une petite collection de mini-livres, puis ils m'ont demandé Yves, est-ce que tu aurais quelque chose à nous offrir? Et j'ai pensé à mon voyage en Russie, mais quand je l'ai lu, il fallait réécrire ça, puis au moins à 90 %, parce que c'était un peu tout croche. Et ça a été ma seule incursion dans l'humour vraiment pur. Et j'espère qu'il a fait rire quelques personnes. Oui, j'ai ri, je vous confirme. Mais il y a de l'humour dans pas mal de vos livres, en fait. Il y a des moments humoristiques. Quand même, vous êtes quelqu'un de drôle. Ben oui, l'humour, c'est essentiel dans la vie parce que je dis que l'humour, ça nous permet de vivre. La vie, en général, bon, c'est ordinaire, mais souvent, il y a des choses qui sont pas drôles. Ça peut être n'importe quoi. La fatigue, une peine d'amour, des soucis dans notre travail. Ça peut être n'importe quoi, des problèmes de santé, tout ça. Et donc, l'humour, c'est une façon de surnager au-dessus des conditions de la vie. Et on dit que bien des humoristes, parmi les meilleurs, ça peut être des comédiens aussi, je pense aux frères Marx ou à W.C. Field,
ou d'autres, sont des gens qui font rire beaucoup, mais dans la vie privée, ils ont un sale caractère. Ce n'est pas mon cas, bien sûr. Mais c'est juste pour vous dire que l'humour, ça vient souvent, c'est bizarre de le dire, mais ça vient souvent de la souffrance. C'est une façon de surmonter les déceptions de la vie et puis les contrariétés. Alors, pour moi, l'humour, L'amour aussi, c'est important quand drôle même. de lapsus, si mon psychiatre savait. Pour moi, l'humour, c'est un contact avec les gens quand ils rient. Et c'est je dirais pas une bouée de sauvetage, mais une façon de donner un peu d'oxygène à la vie. Et pour moi, c'est très important. Votre plus récent livre, c'est Une nuit de tempête, qui est paru en 2023. Une constante dans votre œuvre, c'est l'humour. Je l'ai dit tantôt, il y a quand même beaucoup d'humour dans vos livres de façon générale, mais c'est beaucoup l'humanité aussi. Puis ce livre-là, il est vraiment empreint d'humanité. Il y en a beaucoup là-dedans. Il y a des liens entre les deux personnages principaux qui sont capitaux. Oui. Comment il s'appelle, le médecin? Vous me posez des bonnes pose une questions, colle, vous, là. Attendez, il s'appelle... Vous savez, les livres qu'on écrit, là, c'est comme... C'est déjà parti. Je vais vous trouver ça. Attends, le docteur... Mais ça, c'est un médecin, en fait, qui va avoir un lien particulier avec un patient. J'ai l'air d'un idiot, hein, pas savoir le nom de... Non, c'est moi qui ai l'air de ne pas savoir. Le docteur... Il y a Philippe qui rencontre le jeune homme en rupture de ban avec sa famille. Pauvre vous. Ben oui, c'est pas grave. C'est de ma faute à moi. J'aurais dû noter le nom des personnages. C'est au début. En tout cas, peu importe, l'urgentologue qui travaille à Longueuil. Comment je pourrais dire? Romain Belle-Rose. C'est ça, Romain Belle-Rose. À l'époque, quand j'ai commencé à l'écrire, il devait s'appeler Béliveau, mais la maison où il demeurait, puis c'est une maison très typique qui existe, qui est là dans le Vieux-Longueuil, c'était sur la rue Jean-Béliveau. Alors là, j'ai dit non, ça ne marche plus, là. Alors j'ai trouvé Belle-Rose. Et c'est beaucoup nourri de ma vie dans le Vieux-Longueuil, de mon expérience familiale, de mes souvenirs de jeunesse, parce que je me rappelle très bien comment j'étais quand j'avais 17, 18, 19 ans, 20 ans. Notre vision de la vie à ce moment-là est très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis déprimé, mais quand même, je veux dire, on sait qu'on a moins de temps devant nous et ça change la coloration de la vie complètement. Et donc, il est urgentologue et j'ai fait un bon travail de documentation pour ça, parce qu'au cours de ma vie, j'ai été quand même une couple de fois à l'urgence. Et comme il y reste 10, 12, 14 heures, on a le temps de prendre beaucoup de notes. Dans un petit calepin rouge, idéalement. Oui. Et à la fin, mon urgentologue, comme bien des médecins, il soigne les gens, mais il oublie de se soigner eux-mêmes. Ils mènent des vies complètement... en tout cas, ils ne suivent pas toujours leurs propres conseils. Et Romain Belle-Rose fait un infarctus en pleine urgence et on le sauve de justesse. Là aussi, ma documentation était très détaillée parce que j'ai failli faire un infarctus puis j'ai été opéré à cœur ouvert. Si vous voulez, je peux vous montrer la cicatrice, mais ça ne donne rien de plus à mon propos. Et c'est peut-être le livre où il y a le plus d'expériences vécues. OK. Et c'est un livre qui m'a donné autant de mal que tous les autres,
mais j'ai une affection particulière pour ce livre-là, à cause du mélange d'humour et de tragique, parce que je ne veux pas vous raconter l'histoire parce que je veux vendre le livre. Mais c'est effrayant comme on peut être direct. Hein? Et donc, c'est un livre qui est très près de moi. Pas seulement parce que c'est le dernier, mais c'est parce que quand je l'ai écrit, j'avais déjà une vision assez globale de la vie. Quand tu as 82 ans et que tu n'as pas une vision globale de la vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Et c'est le livre que j'avais présenté comme mon dernier, ou je l'avais sous-entendu en tout cas. Mais peut-être, j'ai commencé à en écrire un autre, là, à prendre des notes et tout ça. Et celui-ci va porter, et c'est un roman, va porter sur un des grands amours de ma vie, c'est la musique. Je n'ai aucune formation musicale, mais j'adore la musique. Je peux vous raconter comment ça s'est produit. Entre 5 et 12 ans, j'ai vécu dans un petit village en Abitibi dont vous avez peut-être entendu parler et qui s'appelle Clova. Le village dont François Legault avait dit, malheureusement, à cause des feux de forêt qui sont tout autour, vous vous rappelez évidemment notre été fumeux de l'an passé, on va être obligé de sacrifier le village. Bien, c'est là que j'ai vécu mon enfance, une enfance extraordinaire, parce que dans ce village, il n'y avait pas de maire et pas de police. Alors, ça nous donnait une grande liberté. On n'a jamais été jusqu'à l'acte criminel, mais des fois, on a approché. Je me rappelle une fois où mon père il travaillait pour la CIP. Il était en charge de la lutte contre les incendies de forêt. Et un jour, c'était l'automne, il ventait pas mal. Et comme tous les enfants, j'avais une espèce d'attraction pour le feu. Et j'avais apporté des allumettes et j'avais mis des écorces dans une boîte de conserve. Et je m'étais caché dans un champ de foin derrière chez nous et j'avais allumé les écorces. Mais le vent, lui, n'était pas d'accord que ça soit seulement dans la boîte que ça se passe. J'avais déclenché un feu assez important qui jouxtait une cour où il y avait toute la provision de bois de chauffage pour l'hiver prochain pour le village. Et j'avais complètement perdu le contrôle, évidemment. Je courais à la maison pour chercher un verre d'eau pour l'arroser, mais ce n'était pas tellement une solution efficace. Et c'est mon père, avec des hommes qui est venu éteindre le feu, qui avait pris des proportions vraiment impressionnantes, là. Il n'a même pas été obligé de me chicaner. Pourquoi je parlais de ça? Je ne sais plus pourquoi on parlait de ça exactement, mais c'est passionnant de vous entendre, vous écouter. Le village, c'était pour être détruit. Pardon? Le village, c'était pour être détruit. C'est ça qu'on... La musique. La musique, on parlait de musique. Oui, la musique. L'inspiration de votre livre. Oui, c'est ça, de votre prochain livre. Alors ça, je vous raconte ça. Merci. Chance. Je raconte ça dans un de mes livres, je ne sais pas si vous l'avez, du haut d'un arbre, du sommet d'un arbre, pardon. Mon amour pour la musique classique est vraiment, c'est une passion. Je n'ai aucune formation musicale. Je pourrais même pas déchiffrer la gamme. Mais ça a commencé de la façon suivante. C'était un été à Clova. J'avais peut-être 7 ans. Ma mère, à l'époque, c'était à l'époque des 78 tours, ma mère avait acheté quelques disques. Il y avait la 5e de Beethoven, dirigée par Toscanini. Il y avait le concerto numéro 2 de Rachmaninoff avec Rubinstein. Il y avait l'ouverture Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Il y en avait quelques-uns qu'elle faisait jouer de temps à autre. Puis moi, je les entendais, mais comme ça, sans plus d'attention.
Et un été, je jouais dans la rue devant chez nous, puis il faisait très chaud, et puis j'ai eu soif. Alors je suis rentré dans la cuisine pour me boire de l'eau, puis j'ai entendu un mouvement, une partie du premier mouvement de la cinquième de Beethoven, et c'est comme si un coup de tonnerre m'avait frappé. J'ai trouvé ça tellement beau. Pam, 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 pam. Là, j'ai un très mauvais orchestre en moi-même. J'ai écouté ça. Comme ça a duré 30 secondes peut-être. Et je suis retourné jouer dehors, mais je savais que ce passage-là reviendrait. Et je me suis arrangé pour le réentendre en entrant dans la cuisine une autre fois. Et tout part de là. Si ma mère n'avait pas aimé un peu la musique classique, je ne l'aurais pas aimé non plus. C'est la même chose pour la lecture, d'ailleurs. Quand sont apparus les micro-sillons, je me suis abonné au Club Columbia. On recevait un disque par mois. Et ça a commencé comme ça. Et quand je suis arrivé à Montréal pour faire mes études à l'Université de Montréal en littérature et histoire de l'art, là, il y avait Archambault qui vient de fermer. Il y avait le magasin Eaton qui avait un très gros choix de disques de musique classique. Eaton, Simpson, il y avait Dupuis-Frères aussi. Et là, j'ai passé pas mal d'argent des bourses que je recevais pour acheter ces disques-là. Et c'est devenu comme une partie de moi-même. C'est sûr, j'ai une collection de CD gigantesques, dont certains que je n'aurai jamais le temps d'écouter. C'est vraiment comme une manie. Il y a des gens qui sont comme ça avec des livres. Henri Tranquille, le libraire dont je vous parlais tout à l'heure, avait des milliers de livres, mais les journées ont seulement que 24 heures. Mais c'était fou. C'est une façon, on dirait, une tentative pour essayer d'étirer sa vie comme un élastique en pensant qu'on va avoir la possibilité de se rendre jusqu'au bout de ses achats, de les écouter au moins. Mais j'en écoute pas mal, je le dis là, quand même. Et pour moi, la musique, c'est très important parce que ça permet, je parle de cet épisode-là de ma vie, là, de la cinquième de Beethoven, j'en parle dans un livre du sommet d'un arbre. Alors le sommet, on est en haut de l'arbre, là, mais c'est là où nous porte la musique, là, puis de là, on voit tout. Et ça ça meuble ma vie d'une façon incroyable. Je ne pourrais pas me passer de musique ni de livres, bien sûr, parce que vraiment, ça me fait vivre. C'est comme les arts. Pour d'autres, ça pourrait être la peinture, ça pourrait être la danse. Les arts, ça sert à enrichir notre vie et à nous consoler de la vie. Parce que la vie ne peut pas se vivre sans déception. Et donc, et ça nous apprend beaucoup sur la vie aussi. Je pense entre autres à un compositeur archi-connu, Tchaïkovski. Tchaïkovski est mort en 1895, je crois. Il vivait à Moscou. Il était homosexuel et il avait une vie très compliquée. La culpabilité de l'être et la peur que ça se sache. Et tout ça, ça paraît dans sa musique.
la douleur de vivre. Et en plus, c'est un orchestrateur incroyable et un mélodiste incroyable aussi. Alors, la musique, ça vient nous chercher de toutes les façons possibles, comme la littérature. La littérature, mon amour de la littérature a commencé d'une façon assez spéciale. J'avais 6 ans, je crois. Et pour me calmer le soir, au moment de me coucher, ma mère avait décidé de me lire un chapitre d'un roman de Cap et d'Épée. Ça s'appelle, je dis ça s'appelle parce que j'ai encore le livre, Le Château de Pontinèse, écrit par un certain ou une certaine V. Mag. Et ça m'a fait le même effet que le 5e de Beethoven. C'est un roman de Cap et d'Épée bien fait sans plus. On ne parle pas de chef-d'œuvre, mais c'est qu'à la fin du chapitre 3, tu as tellement hâte de voir ce qui se passe dans le 4. Puis dans le 4, tu as tellement hâte de voir ce qui va se passer dans le suivant. Et il y a peut-être là-dedans aussi quelque chose qui a fait de moi un écrivain. Parce que le premier but qu'un écrivain se donne, c'est d'intéresser le lecteur. Sinon, c'est quand même pas de l'ennuyer. Et j'aurais dû apporter avec moi le château de Pontinèse. Ma mère l'avait de mon grand-père. Mon grand-père, Éric Maurice, qui vivait à Noranda et qui dirigeait un journal, La Frontière. Et c'était lui aussi un grand lecteur. Le dimanche, il y avait 9 enfants, et le dimanche, on n'entendait pas un bruit dans la maison, tout le monde lisait. Et c'est comme ça, sans doute, que cette influence via ma mère est arrivée jusqu'à moi et que j'ai transmise à mes fils aussi, surtout à un d'eux. On appelle ça la civilisation. La transmission de goût, d'habitude, d'opinion qui passent à une autre génération, qui se font modifier aussi, ce n'est pas toujours la même chose, qui se font modifier et qui amènent dans la société une diversité incroyable et qui garde la société vivante, parce qu'elle est toujours en train de produire du nouveau, qui n'est pas toujours bon, mais qui exprime la vie humaine. J'ai hâte de lire votre prochain livre. J'ai hâte, moi, de le finir. Vraiment, ça a l'air super intéressant. Puis, vraiment, moi, je vous écouterai encore pendant des heures, mais on est rendu à l'étape où on pose... En fait, c'est le public qui a la chance de poser des questions. Morgane va expliquer la procédure. Oui, donc déjà, merci d'avoir été des nôtres. Et pour la période des questions, nous souhaitons vous demander de faire des interventions qui sont brèves et en lien avec la démarche ou l'œuvre de l'artiste. On vous remercie à l'avance pour le respect et la bienveillance de vos propos. Donc, il y a des questions. Morgane va arriver avec le micro. Ce ne sera pas long. Ne craignez rien, je ne mords pas. C'est beau? Bonjour, M. Beauchemin, je suis ici. Bonjour. Pas ici. Ah, OK, d'accord. OK. Je suis content d'être venu. Je m'attendais, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je suis tellement heureux. C'était fantastique de vous entendre parler. En passant, Beethoven, la 15e, son éditeur l'a appelé la pastorale. Puis Tchaïkovski est mort en 93. Mais ma question, vous avez étudié l'histoire de l'art? C'est la 6e qui est la pastorale. En tout cas, on en reparlera après. Oui. Je vous provoque en duel. Vous avez étudié l'histoire de l'art? Oui. Vous avez sûrement fait des acquisitions québécoises de l'art. J'aimerais que vous me parliez d'une acquisition que vous êtes tellement content d'avoir chez vous, que vous regardez,
C'est ça ma question. Merci. Oui. J'ai un tableau, 2 tableaux d'un peintre québécois qui maintenant est décédé, qui est très connu, c'est Le Sauteur. Et c'est des tableaux 2 tableaux qu'il m'avait donnés parce que on était devenus amis, nos couples étaient devenus amis. Et à un moment donné, dans un de mes livres, je parle de lui. Je ne me rappelle plus lequel, d'ailleurs. Et pour me remercier, il m'avait donné 2 tableaux. Il y en a un, il est dans le salon, au-dessus du divan. Et je l'ai toujours appelé la crise d'octobre. C'est 2 personnages qui sont debout, qui nous regardent. Et franchement, on n'a pas l'air de sourire. Non? On n'a pas envie de... Le Sauteur avait un style très ramassé, très simple et très puissant. Et c'est un des grands peintres du Québec. Et je me sens très privilégié de l'avoir connu. Connu un peu, on se voyait surtout l'été, dans Charlevoix. Le monsieur ici. Je voulais vous demander ceci. Quand vous écrivez, Oui. est-ce en silence ou au son de la musique? Belle question, ça. Pas de musique. La musique, je l'écoute dans le salon, assis dans un fauteuil, comme si j'étais au concert. La musique classique, ou dans le fond, beaucoup de sortes de musique, ce n'est pas une décoration de fond. Les compositeurs sont comme les écrivains. C'est beaucoup de travail, écrire une symphonie, écrire une ouverture, écrire un opéra. Et ça mérite le respect, à condition que ça soit réussi. Parce qu'il y a beaucoup de musiques médiocres qui ont été écrites. C'est comme en littérature. Et en général, la musique médiocre est rapidement oubliée. Donc, quand tu écoutes du Bach, là, par exemple, là, en partant du principe que Bach n'était pas un niaiseux, ça vaut la peine de s'asseoir et puis de l'écouter, puis à chaque fois, on va apprendre autre chose. Mais ce n'est pas tellement une question d'apprendre, c'est une question de ressentir, puis d'accéder à la joie. Et la musique, pour moi, c'est important parce que ça me fait accéder à une joie qui est pure. C'est entre moi et le compositeur, entre moi et le chef d'orchestre ou la soliste ou le soliste. Et pour moi, c'est très important. Là, je suis dans une période de sevrage très pénible parce que mon appareil est défectueux, puis ça fait 2 mois que j'attends. Alors, je suis un peu comme, c'est ça, un peu comme un drogué qui attend sa piqûre, là. Merci. Une autre question? Oui, moi, vous avez parlé un peu de votre routine d'écriture, vous avez parlé de vos calepins rouges, mais je me dis, j'aimerais en savoir plus, moi, sur votre processus créateur. Alors, est-ce que vous avez une routine plus large, quelque chose qui se répète dans vos habitudes, qui vous permet de vous rentrer? Je ne sais pas, créez-vous vos personnages au départ? Comment ça se passe? Ça varie beaucoup d'un livre à l'autre. Quand j'ai écrit Charles le Téméraire, j'avais fait un plan très élaboré que j'ai suivi pas mal à la lettre. Mais je pense que ça m'est arrivé seulement qu'une fois. C'est parce que je savais que mon livre serait énorme. Et puis, je voulais contrôler le plus possible de façon à maintenir l'intérêt dramatique tout au long. Et l'improvisation, en quelque sorte, ça me faisait craindre que je commette des erreurs. Mais pour le dernier, tout s'est passé différemment. Là, je venais d'avoir ma bourse. Je n'avais pas la moindre idée de ce que je ferais pour la mériter. Et mon roman se passe dans le Vieux-Longueuil, complètement dans le Vieux-Longueuil. Ça réglait un problème de recherche parce que
l'action de mes romans peut se passer dans n'importe quelle partie du Québec. Il y a un de mes romans qui se passe à Fermont. Ça m'a obligé de prendre l'avion et d'aller voir ce qui se passait par là. Je n'avais jamais été et c'est spécial en effet. Surtout l'été quand il y a des maringouins. Là. Terrible. Et donc, je suis parfois un plan. Mais dans le cas du dernier, ça n'a pas été du tout comme ça. Je me disais, je savais une chose, c'est que ça passerait dans le Vieux-Longueuil parce que toute ma recherche était faite. C'est une solution de paresseux, ça. Ça a commencé par une image. Je m'en allais, je me dirigeais chez moi, c'était l'hiver, et puis j'ai vu tout à coup un jeune homme qui marchait pendant une grosse tempête sur un trottoir glacé, un trottoir sur la rue Saint-Charles, et qui prend des bacs, qui tombe par en arrière, puis qui s'assomme réellement, là, un gros traumatisme. Et ça, je savais que c'était dans mon livre. Là, la question que je me posais après, c'est qu'est-ce qu'il faisait là, puis qu'est-ce qui va arriver après? Bien, après un coup comme ça sur la tête, tu te retrouves à l'urgence. Et là, j'ai mon urgentologue. Mais là, c'est qui cet urgentologue-là? C'est là où le personnage se construit. Tu le regardes se construire. Tu ne décides pas qu'il va avoir tel défaut. Il n'y a rien de mécanique dans l'écriture. C'est qu'il faut que ça se construit. C'est comme une femme qui est en train de produire un bébé. Je veux dire, elle n'est pas en train de travailler sur les traits de son visage, mais elle sait qu'il y a quelque chose de vivant qui est en train de se faire en elle et elle s'arrange de toutes les façons possibles. D'abord, elle commence à l'aimer avant même de le voir et puis elle lui fait attention, puis elle se nourrit bien, tout ça. Elle va avoir le plus bel enfant, le plus intelligent possible. C'est un peu la même chose. Donc, dès le début, j'avais les deux pôles. J'avais le jeune homme, Philippe, qui est en rupture de ban de sa famille. Il a sacré le camp de chez lui parce qu'il est en chicane avec son père. Il arrive à Longueuil, qu'il ne connaît pas du tout. Il va à Longueuil, c'est parce qu'il a rencontré à Joliette, dans un bar, quelqu'un qui lui avait dit, bien, écoute, viens vivre chez nous, ça coupera le loyer en deux, puis je vais te trouver un job, etc., etc. Ça commence à peu près comme ça. Et le docteur Béliveau. Docteur, on a changé son nom, c'est plus Béliveau, c'est Belle-Rose. Belle-Rose, pardon. Pas de problème. Est-ce que ça paraît que j'ai On vous 82 ans? écoute. Et le roman s'est construit à partir de là très facilement. Je ne dis pas il s'est construit, mais il ne s'est pas écrit très facilement, mais j'avais déjà ma structure. Il y a eu combien de versions de ce livre-là avant qu'il paraisse? Tantôt, vous parliez de plusieurs versions pour certains livres. Il y a eu combien de versions? Ce livre-là, une dizaine à peu près. Ça ressemble, pour moi, en tout cas, quand j'écris, ça ressemble à de la sculpture. Tu commences par faire une ébauche, tu travailles toujours sur la même chose, mais tu fais la version 1, après ça, tu la regardes, tu changes ci, tu changes ça. C'est surtout au niveau de la phrase, mais parfois même au niveau de la structure. Tu vas ajouter un épisode. À un moment donné, il y a l'épisode... il y a un personnage qui apparaît, c'est Wilbrod Lalancette, qui est un ancien videur de club qui devient l'homme à tout faire du docteur. Et lui, vraiment, je n'avais pas prévu qu'il arrive, qu'il serait un personnage important. Et lui, ben c'est sur lui en grande partie que repose l'humour du livre, parce que Wilbrod, c'est quelqu'un. Et quand il y a un problème à régler, on voit qu'il a été videur de club. Et donc, comme je vous dis, il y a une dizaine de versions en livre, ce n'est pas tout. Après ça, une fois que c'est terminé,
tu le passes à l'éditeur, puis là, à l'éditeur, ils ont leur bourreau. Dans ce cas-ci, c'est une femme qui elle lit ça, elle est complètement étrangère au livre. Puis là, elle se met à te montrer ceci, cela, cela. Et tu continues à l'écrire. Et ça finit par faire un roman. Puis pour arrêter de l'écrire, ben il faut le publier. Pour arrêter de l'écrire, on le publie. Il ne faut pas le relire non plus. Il y a 2 livres que j'ai relus parce que mon éditeur avait décidé de faire l'édition définitive, imaginez-vous, comme si ça existait, ça. Et c'est Le Matou puis Juliette Pomerleau. Et puis, là, pour toi, là, tu travailles vraiment comme sur quelque chose qui est froid. Mais ça t'aide un peu parce que tu as un regard un peu plus distant. Et ça permet encore d'améliorer ce maudit livre. On aurait peut-être le temps pour une... Oh, on me dit qu'on n'a plus de temps pour aucune question, malheureusement. Désolée. Bien, merci beaucoup, Yves Beauchemin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir été ici. Merci.